Bonjour Cyril, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, merci de m'accueillir. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Cyril Benzaken, Mm. je suis champion du monde de kickboxing. Donc, le kickboxing, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la boxe avec les poings, les pieds et les genoux. Et exactement 7 fois champion du monde et champion du monde en titre. Et j'ai été également champion du monde de boxe thaï. Ça, c'est pour la partie sportive. Et c'est Mhm. vrai que j'ai une autre casquette, c'est que je suis entrepreneur en parallèle de ma casquette d'athlète. Ok. Peux-tu un peu raconter ton parcours? Pourquoi tu as choisi le kickboxing très rapidement? Ben, c'est surtout pour raconter ton histoire pour les Bien gens qui ne sûr. la connaîtraient pas. Alors, j'aurais plus tendance à dire que c'est le kickboxing qui m'a choisi, dans la mesure où, quand je me suis inscrit dans cette salle de kickboxing à l'âge de 13 ans, à Châtillon, moi, je me suis inscrit vraiment dans une démarche de découvrir un sport et voilà, et d'être comme un ado qui a envie de faire un sport de combat pour être sportif et être bien dans sa peau et dans son corps. Et en fait, au bout de quelques séances, si tu veux, j'ai ressenti comme si j'avais goûté à mon propre sang et du coup j'avais la passion en fait j'ai été piqué de passion et comme j'ai été piqué de passion et aussi que j'ai eu la chance d'avoir comme coach un champion du monde qui s'appelle Aurélien Duhart, j'ai eu une transmission par un maître d'une part et d'autre part en fait j'avais au bout de la main, enfin devant moi, j'avais accès au haut niveau. C'est-à-dire que même si moi, j'étais pas dans le haut niveau, je pouvais voir ce que c'était. Et donc, dans ma projection, quand je me dis, moi aussi, j'aimerais devenir comme ça, tu vois, j'avais tout de suite quelque chose de pragmatique. C'est comme si demain, des jeunes s'entraînent au foot à côté de l'équipe du PSG, tu vois. Ouais. Donc, tout d'un coup, ça paraît possible. Mhm. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Donc, je me suis entraîné et très, très jeune, en fait, comme j'avais cet enseignant qui était champion, je me voyais devenir champion du monde, tu vois. Et c'est venu très, très rapidement. Très rapidement, j'ai commencé vers 13 ans et demi. Je pense que même pas à 14 ans, déjà, je me voyais faire ça. Et du coup, j'étais organisé. Je m'étais dit, ça veut dire que je vais être champion junior à 18 ans, Mhm. champion senior, amateur, champion. En fait, je m'étais fait tout un rétro-planning, quoi, pour me dire, si je suis champion de ça, de ça, de ça, de ça, je serai champion de France Pro, je sais pas moi, à 20 ans et champion du monde à 22 ans. Je m'étais fait vraiment Tu t'es fait un petit parcours. je m'étais fait un parcours et quelque part, en fait, du coup, ça te met une date, parce que c'était loin quand même, parce que moi j'avais 13, 14 ans, j'avais 14 ans, on va dire. Ça te met une date et ça te met en fait quelque part une limite à pas dépasser. Tu vois, tu dis non, il faut que à telle date, j'arrive à ça. Donc, ça rajoute, c'est peut-être pas de la pression, le mot, mais ça rajoute de l'enjeu. Ça te permet d'avoir une vision, en tout cas, parce que je pense que c'est important d'avoir Mhm. une vision bien claire et avec des objectifs et des sous-objectifs, puisque je t'ai dit champion junior, Junior. etc. Et en fait, je pense que la clé dans une démarche entrepreneuriale, parce que c'est une démarche entrepreneuriale, qu'elle soit sportive ou ailleurs, c'est d'avoir une vision claire et en fait datée, quoi, avec des dates. Ok. Et moi, la question qui me vient tout de suite, tu vois, tu as eu très tôt eu cette figure dans le sport de haut niveau. Et en fait, c'était très jeune et tu t'es fixé comme objectif à 18 ans, je vais faire des compétitions. Mais du coup, pendant ce parcours, dans ton adolescence, du coup, quel est l'état d'esprit que tu as adopté pour atteindre cet objectif-là? Ok. Alors, en fait, je me suis mis un peu dans la peau du champion que je voulais devenir. Mm. Et je me souviens j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Je me souviens en fait donc j'ai dû me prendre une cuite peut-être à 15, je sais pas, je me rappelle pas, mais peut-être vers 15 Ouais. ans. Et en fait, une ou deux, hein, pas plus. Et en fait, à partir d'un moment où j'ai eu un déclic et je me suis dit non, l'alcool, les excès, tout ça, ça peut plus faire partir de ton quotidien parce que tu veux devenir champion, tu Mm. vois. Et en fait, j'aurais pu continuer. J'étais encore loin de ma période même de compétition parce que mes parents voulaient pas que j'en fasse avant 18 ans. Mhm. Donc, tu vois, j'avais encore du Du temps temps. peut-être. Mais en fait, je me suis vraiment intégré une discipline parce que, en fait, quelque part, je voulais être celui que je voulais devenir, tu Ok. vois. Ok. J'ai mis du présent dans de l'avenir. Ça, c'est la première chose. Et une autre chose, c'est assez marrant. Donc, dans ma manière de m'exprimer, quand j'étais plus jeune, je m'exprimais pas forcément très bien. Et un jour, je me rappelle d'une amie, on est en soirée, et elle prête attention à ma manière de m'exprimer. Elle me dit, mais pourquoi tu t'exprimes comme ça détente, tu vois. Ouais. Et je lui dis, non, je commence à m'habituer parce que quand je ferai des interviews, je vais être prêt. Ah Et en fait, oui. c'est marrant, tu vois. Genre, je suis passé de wesh, ça va à Ah, bonjour, comment vas-tu, ou je sais pas, enfin, je ouais. me rappelle plus, mais Ouais. en fait, vraiment, il y a eu une transition comme ça. Et en fait,
mais je me rappelle même pas avoir fait exprès. C'est à force d'y penser, je pense que quand tu penses à des choses de manière forte, tu mets en place des comportements associés et du coup, tu te transformes quelque part vers ce que tu penses. Mais justement, pendant cette période-là, j'imagine que dans ton conditionnement, tu avais des modèles, Ouais, c'est ça le mot, bravo. voilà, Conditionnement. voilà. Tu avais des modèles, des références que tu suivais et que tu avais envie, entre guillemets, de ressembler. Est-ce que tu peux en dire et pour quelles raisons tu avais ces modèles-là? Bien sûr. Alors, j'avais différents modèles ou icônes. En fait, déjà, mon enseignant, donc Aurélien Duhart, qui était un champion, avait une aura incroyable et avait un parcours en dehors du ring aussi, tu vois, puisqu'il avait été mannequin, top modèle, et il avait une élocution extraordinaire et une culture. Enfin, c'était un mec, en fait, qui était, je vais pas dire gourou, mais un vrai mentor. Et je me souviens d'heures que je passais à l'écouter après le cours. Tu vois, on finissait la boxe à 22h et je pouvais rester 45 minutes, 1 heure devant la salle, tu vois, dehors, on était au froid, en train de l'écouter parce qu'il nous racontait des expériences de vie, des choses. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant et inspirant d'être aussi, d'incarner ça et pas d'incarner seulement la performance sportive, tu vois. Après, pour me parler de modèle, moi, alors je sais pas si c'est venu plus tard, en tout cas jeune, le modèle que j'avais, qui est un modèle fictif, il est devant nous, c'est Rocky, parce que je sais pas, ça, c'était un peu l'abnégation, la résilience, tu vois, c'est vraiment, et le cinéma, la manière dont ils l'ont amené, je trouve ce personnage hyper inspirant et iconique pour la boxe, mais pas que. Et après, vraiment dans l'univers du sport, c'est vrai qu'il y a deux, trois athlètes qui m'ont marqué. C'est forcément Mohamed Ali, lui aussi, parce qu'il a incarné, au-delà du champion qu'il est, il a incarné, tu vois, l'homme avec un grand H et la prise de position et plein de choses qui m'ont touché. Et d'un autre côté, tu as un Michael Jordan qui m'a grave inspiré. Alors ça, c'est plus tard, parce que je l'ai trouvé d'une intelligence incroyable en business et qui fait partie aujourd'hui, je pense, d'un des sportifs qui a le mieux géré son image de marque Et même son après-carrière. et son après-carrière, bien sûr. Et c'est génial parce qu'au final, je vois que tu t'es pas forcément. T'as pas pris que des modèles dans le sport et t'as pas pris des références que parce qu'ils font du sport. Tu as pris aussi le côté prestance, aura, énergie. Et justement, à quel point tu penses que ça a été important pour toi dans ton développement, dans ton schéma de sportif? Alors en fait, ces références, elles m'ont aidé à atteindre mon objectif parce qu'en fait, quand tu vois des réussites qui vont au-delà de la performance sportive ou qui sont des niches quelque part, tu te dis qu'en fait, si ça a été possible pour eux, c'est possible pour moi. Et en fait, je me souviens par exemple d'un exemple où mes parents étaient contre le fait que je fasse de la compétition et encore plus contre le fait que je veuille faire de la boxe mon métier, tu vois. Et en fait, une des raisons, c'était pas tant la violence et le fait que ce soit un sport de combat, mais c'était la précarité qu'on peut retrouver chez beaucoup d'athlètes de sport de combat, encore plus il y a quelques années. Et en fait, pour moi, tu vois, je me disais, non, en fait, c'est pas parce que beaucoup n'ont pas réussi que je vais faire partie de cela, tu vois. Et j'étais même confiant et à l'aise avec le fait de me dire, mais même si je suis le seul à faire ci, ça, c'est OK pour moi. J'ai pas de problème d'être seul dans ma vérité, tu vois, parce que je me dis, je peux la créer, tu vois. Et en fait, après, c'est vrai que tu as des athlètes de mon sport qui m'ont inspiré parce que c'est des légendes et tu as des mecs comme Jérôme Le Banner, tu vois, qui sont des immenses champions et qui m'ont inspiré parce qu'il a fait lui aussi dedans et en dehors. Voilà, exactement. Un autre champion comme Dida qui m'a beaucoup inspiré parce que lui, voilà, aussi, la gestion de l'image, l'après-carrière, le cinéma, etc. Je l'ai trouvé brillant et tout ça, ce sont des amis d'ailleurs aujourd'hui. Et en fait, quelque part, je les remercie parce que c'est des figures qui m'ont aidé à me construire, qui peut-être moi vont me permettre d'aider d'autres jeunes à se construire et du coup on se passe le flambeau, quoi. Ok. Donc au final, tu as beaucoup d'exemples qui ont réussi brillamment leur après-carrière. Est-ce que c'était vraiment une volonté pour toi de penser à l'après? Non, en fait, tu as raison de me poser la question. Je me suis pas posé de questions sur l'après-carrière, hein, pour être honnête. J'avançais dans le présent, donc d'ailleurs la force qu'on a, je pense qu'on est athlète. D'ailleurs, souvent on me dit, mais c'est drôle, je suis jamais, tu sais, comment je pourrais dire, soucieux ou trop anxieux parce que je suis beaucoup dans le présent. Ouais. Tu vois, parce que dans le sport, quand tu as un combat, C'est tu es dans le maintenant. combat. Si tu es dans l'après,
tu t'es pas dedans, tu te donnes pas à fond. Et si t'es dans le passé, bah, donc il faut être vraiment connecté au présent. Et ça, je pense, beaucoup de sportifs sont vraiment connectés au présent. Et demain est un autre jour, même si on y pense. La chance que j'ai eue, moi, pour le coup, c'est d'avoir un environnement familial qui était très soucieux. Et donc, qui, eux, sont beaucoup dans l'après, dans me dire, fais attention à ci, fais attention. Et donc, bon, de fait, moi, je me suis orienté dans des voies. Tu vois, j'ai été à la fac, j'ai fait mes études. Et en fait, ça m'a fait rencontrer des gens qui étaient dans ce modèle-là. Et du coup, si tu veux, j'étais mitigé, enfin, même pas mitigé, mais j'étais partagé entre une partie de mon temps que je passais avec des athlètes à m'entraîner et une partie de mon temps que je passais avec des étudiants où, en fait, c'est que de l'après, puisque tu construis pour une carrière, pour ci, pour ça, où il n'y a pas de compétition, en fait. Enfin, il y a des partiels, mais c'est pas du tout pragmatique. Hein. C'est pas parce que tu es bon à l'école que tu vas gagner de l'argent. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle la réussite, ou que tu vas avoir un super poste. Voilà, il y a plein de contre-exemples. Et alors que dans le sport, c'est quand même très, très binaire. Tu gagnes, tu perds, tu perds. Tu vois, ça va. Il n'y a pas de. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens s'inspirent du sport parce que ça les aide, parce que il y a une grille de lecture qui est beaucoup plus facile que dans la vie où bah, quand des fois ça va pas, ça met longtemps avant de revenir. Tu vois, c'est pas une victoire. Enfin, c'est encore un combat moins dur à cerner, quoi. Et tu vois, tu as dit quelque chose de très important et je pense que c'est un défaut qu'on a un peu tous en général. Comment tu arrives à rester vraiment dans le moment présent quand tu as plein de personnes autour de toi qui peuvent te raconter des choses, te dire mais après, et imagine si telle circonstance t'arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu arrives à rester concentré sans jamais te laisser perturber? Bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est j'ai pas dit que être connecté au présent, ça voulait pas dire ne pas penser à l'après, parce que j'ai commencé par te parler d'avoir une vision. Oui, Donc une vision, c'est l'après, et d'ailleurs tu construis, donc quelque part, tu es toujours dans l'après. Ouais. En fait, pour moi, il faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire que je suis toujours dans le présent et l'avenir, tu vois, la construction, mais par contre, il y a des timings. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple une période de combat, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de passé, il n'y a que du présent. Et le présent, c'est le combat. Et en fait, c'est comme quand tu te dis, pour quelqu'un d'autre, c'est une priorité. Il y a des moments où tu mets des priorités, et quand tu as mis une priorité qui est aussi importante que celle d'un match, d'un combat, de ce que tu veux, eh ben, tu ne dois plus te laisser affecter par le reste, parce que le reste, c'est superflu. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu te connectes un peu à toi, ce qui t'anime. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'anime. Ton pourquoi. Mon pourquoi, tout à fait. Et en fait, quand tu sais pourquoi tu vis, pourquoi est-ce qui te fait vibrer, pourquoi tu te lèves chaque jour, chaque matin, et ben à un moment donné, tu es OK avec le fait de se dire, c'est pas grave, je peux perdre tout ce que l'on peut me proposer, tout l'avant, tout le demain, mais c'est pour que ça soit meilleur encore après-demain, parce que je m'occupe du présent. C'est un peu être prêt à sacrifier ce que je suis pour devenir celui que je veux devenir être. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, j'ai très bien compris ce que tu veux dire. C'est un peu comme si l'avenir te donne quelque chose à atteindre, ce que tu veux, et tu utilises le présent justement pour le devenir. Exactement. Ok. Et du coup, on s'est beaucoup concentré sur l'avant, la première compétition. Et lors de cette compétition, pour moi, c'est un état d'esprit différent dans lequel tu étais. Et est-ce que tu avais des craintes, des doutes? Comment tu les as gérés? Et surtout, comment tu as pu gérer le regard de ton entourage par rapport à ça? Alors, bah, forcément, le doute, il fait partie de la compétition, il fait partie de l'enjeu. Même dans un enjeu, il y a du doute parce que ça se saurait si personne n'a de doute. Et le doute aussi te fait progresser. C'est ça qui te fait passer des caps. Et en fait, tout simplement, bah, pour se rassurer quand tu as des doutes, tu vois, c'est là où la discipline, le travail sont importants. C'est-à-dire que avant un combat, tu as une période de doute parce que c'est humain. Tu vois, la peur de ne pas faire aussi bien que ce que tu as prévu, la peur de perdre, la peur de ce que tu veux. Mais en fait, là où tu te rassures, c'est en te disant, attends, j'ai peur de ça, ok. Maintenant, ça, c'est de la peur, elle est alimentée par une pensée un peu négative, tu vois. Mais quels sont les faits? Les faits, c'est que je me suis entraîné 6 heures par jour pendant tant de temps. C'est que j'ai fait ça en préparation. C'est que je me suis entraîné avec telle personne. C'est que j'ai fait tel sacrifice, tel ça. Et tout ça, en fait, qui va booster ton estime de soi et ta confiance. Et finalement, va balayer le doute. Et donc, je pense juste que le doute, en fait, tu vois, c'est encore une fois une question de timing. Moi, je suis quelqu'un, pour moi, où je me dis le doute est essentiel parce qu'il nous fait progresser. En revanche, avant un combat ou dans une période de combat, le doute ne doit plus être là. C'est-à-dire qu'on doit balayer le doute avec
toutes ces choses-là, toutes ces méthodes, parce qu'on doit être en pleine possession de notre confiance. Et c'est ça qui fait que tu as été fort. Maintenant, pour progresser en tant qu'homme, en tant que n'importe quoi, si tu es tout le temps sûr de toi, tu es tout le temps le meilleur, bah, par contre, tu progresses pas. Ouais. Je pense que tu ne progresses pas et tu deviens con. Et donc, je pense vraiment que voilà, le doute, c'est quelque chose qui est avec parcimonie. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où c'est important de l'avoir parce qu'il te fait progresser. Tu vois, si tu te remets pas en question jamais, personne n'a la vérité, personne. Donc, c'est important d'être rappelé au doute. Des fois, soit c'est dans ta nature et t'es ouvert à, tu vois, échanger. Soit si c'est par exemple par le combat, je sais pas si on prend l'exemple pragmatique d'un combat, c'est le mec, il est toujours invaincu, il veut jamais entendre parler de personne. Mais par contre, si jamais il s'est jamais remis en question et qu'un jour, bam, il perd, c'est très très dur pour lui parce qu'il a jamais eu ce process de remise en question. Donc, ça veut dire que là, du jour au lendemain, il va devoir se dire, mais attends, pourquoi ça n'a pas marché? C'est moi le meilleur. C'est très difficile. En revanche, si tu as déjà eu ce processus sans même avoir de défaite ou dans ton quotidien, tu vois, bah, ça sera plus facile à appréhender. Donc tu penses que la remise en question est essentielle dans le processus de construction en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'athlète. En tant que carrière, que ce que tu veux, le processus de remise en question ne te permet que de passer à l'étape supérieure. Maintenant, je dis juste qu'il y a des moments de vie, c'est-à-dire des timings, où la remise en question et le doute doivent être éloignés et ne doivent laisser place qu'à la confiance et qu'à ta vérité, c'est-à-dire que tu es le meilleur, fonce. Ok. Et comment tu arrives justement à construire comment tu as réussi au tout début à construire une confiance en toi suffisamment forte pour déjà avoir le courage d'aller sur un ring et de participer à une compétition et de croire au fait de devenir champion? Je dirais que plusieurs cas possibles. Dans mon cas, je pense que c'est la passion. En fait, c'est la chance que j'ai eue, c'est d'aimer ce que je faisais. Du coup, comme j'ai aimé ce que j'ai fait, j'ai passé du temps à le faire, tu vois. Et quand tu passes du temps, tu progresses. Et quand tu progresses, c'est comme quand tu grimpes une montagne, tu vois. C'est-à-dire que tu peux partir de très très bas, mais à chaque pas que tu fais, si des fois tu penses à regarder derrière, tu te dis « Ah, pas mal ». Et en fait, finalement, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que je vais me dire, je sais pas, si on revient à mon adolescence, voilà, je faisais des sparring, donc des combats d'entraînement avec des boxeurs beaucoup plus expérimentés, et me dire que par exemple je leur ai tenu tête ou j'étais meilleur ou peu importe, ça m'a alimenté la confiance. Ça m'a dit en fait, tu vois, t'es capable de rivaliser avec tel boxeur. Ça veut dire que là tu vas boxer en amateur, en junior, t'es censé être largement au-dessus. Ok. Tu vois. Ok. Donc très vite, tu t'es mis dans la peau du champion que tu voulais être, quoi. Je me suis mis dans la peau, mais surtout, je me suis challengé, c'est-à-dire que à l'entraînement, en fait, de ne pas rester dans cette zone de confort, tu vois, et d'aller chercher un peu d'adversité, de difficulté, en fait, tu progresses avec des gens meilleurs que toi. Ok, très bien. Et justement, dans l'adversité, dans la difficulté, parce que tu en as eu tout au long de ta carrière, des échecs, des obstacles, des moments où tu t'es peut-être beaucoup remis en question. Comment est-ce que tu as réussi, dans ces périodes-là, à sortir le meilleur de toi-même? Prendre toujours la meilleure décision pour toi? C'est simple, je pense que la nuance, en fait, entre un champion et un bon boxeur, c'est ça, en fait, c'est d'être capable de rebondir derrière un échec ou pendant une situation difficile. Et en fait, c'est vrai qu'en boxe, un échec, c'est très violent parce que tu as beaucoup de lumière qui est mise sur toi, tu as beaucoup d'attentes de ton entourage, t'as l'acheminement, l'objectif que tu t'es mis, et boum, tu rates. Tu te rends compte que peut-être que tu as raté parce que t'étais pas aligné, que tu te dis en plus le mec, je comprends pas, il était pas meilleur que moi, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas donné davantage, j'étais même pas fatigué, je sais pas, il y a plein de choses qui vont faire que finalement, en tout cas moi, quand je me suis raconté l'histoire, je me suis dit en fait, j'ai pas voulu gagner, tu vois, voulu. L'autre avait faim, entre guillemets, l'autre a gagné. Et moi, si tu veux, j'ai pas réussi à prendre le meilleur de moi-même. Et lui, il a pris le meilleur de lui et il a gagné, tu vois. Et en fait, c'est juste d'accepter que t'es responsable. Et je pense que quand t'es capable d'endosser la responsabilité d'une chose, à un moment donné, tu te dis, ouais, j'ai perdu, j'ai pas envie de reperdre, bien sûr. Mais comme c'est ma faute, je suis obligé de me remettre en question, je suis obligé d'aller travailler et de réfléchir à qu'est-ce qui n'est pas passé.
Et la chose à éviter surtout, c'est de se dire, ben non, bah, c'est pas de ma faute, c'est parce que si, c'est parce que ça. Et quand tu es dans ce processus-là, bah, tu te remets pas en question puisque tu remets la faute sur un élément extérieur. Donc je pense que vraiment la chose à faire, c'est de ne pas, tu vois, de ne pas entacher ta valeur, de se dire, bah écoute, c'est toujours la même valeur que tu as, etc. Tu es capable de le faire, c'est juste que tu n'as pas su mobiliser toutes tes compétences pour y arriver, tu vois. Ok. Donc, j'ai l'impression, quand tu me décris un peu ton parcours, que le travail d'introspection a une grande place aussi. Bien sûr, bah, tu sais, on a la chance en boxe, peut-être dans d'autres sports aussi, mais j'ai pas fait de haut niveau dans les autres sports, mais d'être dans un sport que je trouve ouvert, c'est-à-dire que c'est un sport où, du fait des caractéristiques physiques qu'il demande, tu vois, tu peux avoir des athlètes un peu hybrides, c'est-à-dire que t'as pas forcément que des mecs ultra physiques, t'as des mecs intelligents, t'as des mecs comme Tyson Fury qui sont un peu gros, Ouais, tu vois, c'est vrai. t'as pas de profil parce que t'as aussi l'intelligence du combat, t'as le vice, t'as la technique, t'as beaucoup de paramètres, et plus il y a de paramètres, plus ça rend le sport accessible à un À tout peu le monde. à tout le monde. On va dire, il n'y a pas de critères physiologiques, c'est-à-dire que j'aurais voulu être que coureur de 100 mètres, il y a un moment donné, la barrière des 10 secondes ou des 11 secondes, ben hop, Ouais. c'est plus possible parce que j'ai pas les leviers, j'ai pas les muscles, j'ai ceci, c'est terminé, tu vois. Là, on est dans un sport où tu as des gens qui sont extrêmement forts physiquement, qui peuvent être battus par des gens extrêmement intelligents, tu vois, c'est ça qui est hyper intéressant. Et en fait, à partir du moment où tu comprends ça, il faut savoir quel est toi là où tu es le meilleur, tu vois, c'est-à-dire que bah dans tous les cas, il va falloir entrer ton physique, mais je veux dire là où toi tu es le meilleur, et une fois que tu sais où tu es le meilleur, ben c'est d'arriver à se positionner, quoi. Ok. Et tu dirais qu'il faut plutôt travailler les points forts, justement, ou les points faibles? Il faut commencer par travailler les points forts Mm. parce que en fait, pour moi dans une pyramide, tu vois, de comment on appelle celle de compétition, tu te différencies avec tes qualités qui vont te faire briller. Après, à haut niveau, il va falloir commencer à travailler tes axes d'amélioration parce que si quelqu'un les trouve, bah, il va Ouais. te. Voilà, c'est terminé. Mais pour éclore, en tout cas, je pense que c'est important de travailler ses points forts, ne serait-ce que pour revenir au point de départ, la confiance. La confiance. Si tu n'as jamais travaillé tes points forts, tu vas être quelqu'un de basique. Mm. Et quand tu es basique, ben, tu n'auras pas vraiment confiance. Tu vas te dire, mais en fait, il n'y a aucun endroit où je domine quelqu'un. Mm. En fait, je suis bon en ça, ok, mais je suis jamais très bon ou je suis jamais excellent. Alors que celui qui est bon en tout, enfin, ou qui est mauvais dans d'autres trucs, mais qui est excellent dans quelque chose, il sait que s'il va dans ce domaine-là, Mm. c'est le patron, il va gagner. Donc, quelque part dans sa tête, il a une voie où il est, on va dire, où il est sûr de lui. Ouais. Alors que quand tu es toujours sur du moyen, du médiocre, on n'est pas sûr. Donc, pour moi, pour répondre à ta question, il faut commencer par travailler ses points forts. Enfin, ok. Et du coup, tu vois, c'est très intéressant parce que pour toi, il faut il faut un axe d'excellence pour devenir champion et pas juste un boxeur, un kickboxer lambda. Ah, alors, en fait, quand je te dis il faut de l'excellence, c'est-à-dire que non, je te dis que c'était un sport ouvert. Donc, ça veut dire que tu peux devenir champion sans avoir, je sais pas moi, un excellent Ouais. cardio ou un excellent punch. Mais il y a forcément quelque part quelque chose d'excellent en toi. Ouais. Il y en a qui ne le savent pas, mais tu vois, tu as peut-être un excellent coup d'œil, tu as peut-être. Mm. Il y a plein de choses qui sont plus fines aussi à repérer que. C'est sûr qu'il y a des qualités qui sont plus faciles à lire pour un néophyte, pour quelqu'un qui ne connaît pas le sport. Donc, un puncher, tu le vois tout de suite, tu Ouais. vois. Ok. Et du coup, comme on l'a dit au tout début, tu as 7 titres de champion, justement. À quel moment tu t'es dit que tu allais en avoir autant? Ah, aucun. Aucun. À aucun moment, en fait, j'ai pas réfléchi. En fait, j'ai souvenir de penser dans ma chambre à devenir champion du monde et à sentir que j'allais faire des choses dans mon sport plus qu'un titre, quoi, tu vois. Mais je pouvais pas savoir à quoi ça ressemblait, tu vois. Et en fait, ce qui moi m'attire et m'anime, c'est en fait, c'est comme je te dis encore, c'est la passion. C'est le fait d'aimer ce que je fais. J'ai choisi d'être là, j'ai choisi de faire ces combats malgré tout ce que ça demande, hein, tu vois, comme j'aime pas le mot sacrifice comme choix, tu vois, et du coup en tout cas aujourd'hui je me sens aligné avec ces choix et du coup je suis bien dans ma carrière sportive. Mais ce que je veux dire c'est voilà, c'est que
Et je me suis du coup jamais dit je vais avoir 6, 7, 8, 10, 20 titres et je m'arrête au 15e. C'est vraiment plus une question de go with the flow et encore une fois de présent. Tu vois, je suis bien, j'ai encore envie de challenge, j'ai encore envie de nouveaux défis, j'ai encore envie d'augmenter ma carrière et mon palmarès. Et à un moment donné, peut-être, ah non, je ressens moins l'envie, je me sens un peu peut-être régresser parce que voilà, là j'arrête. Enfin, là c'est le moment où il vaut mieux arrêter. Ouais. J'estime que le mental a une part très importante. Est-ce que toi, tu partages cet avis-là ou tu penses qu'il faut un peu aussi beaucoup le physique et le mental a une petite place? Alors pour moi, il n'y a pas de physique sans mental Mhm. et il n'y a pas de mental sans physique aussi, c'est-à-dire ça s'alimente. Mais le mental est le plus important. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans ma vision de réussite, tu vois, tu peux être préparé le mieux que tu veux physiquement. Mhm. Si jamais mentalement t'es pas bien, tu pourras pas explorer et exploiter ton physique. Donc, en fait, ton physique sert à rien. C'est comme si je te dis, il y a un mec qui a 8 sur 10 en physique, mais il est capable d'exploiter 100% parce qu'il a confiance. Donc, il sera toujours à 8, tu vois, sur 10. En face de lui, tu as un mec qui a 10 sur 10 en physique, c'est une machine, mais il arrive à exploiter que la moitié. Donc, en fait, il descend à 5. Donc, versus, il est moins bon que celui qui a la confiance. Donc, le mental, c'est la meilleure arme. Et comment tu arrives à travailler ton mental pour toujours rester compétitif? Bah, alors, ton mental, en fait, il progresse de plein de manières. Déjà, la discipline dont on parle tout à l'heure, c'est vrai que de mettre de la discipline dans ta vie, bah, c'est quelque part une forme de mental et de progression dans... En fait, la discipline et la rigueur te permettent de prendre confiance et de réaliser toutes les charges de travail que tu as pu faire. Et en fait, du coup, bah, elles renforcent ton mental parce que tu te dis, bah, j'ai fait ça, 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 ça. Ouais, c'est fort quand même. Tu vois, tu es obligé de... C'est des faits. Tac, 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 je me suis levé à telle heure, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, je me donne les moyens. Et donc, bah, quand tu prends conscience de ta discipline et que tu es donc discipliné, bah, ça renforce ton mental. Et c'est pour ça que je te dis le physique aussi. Quand je dis le physique, c'est le physique, par exemple, le travail physique. Si tu t'entraînes énormément, c'est de la discipline. Et ben, ça va quelque part aussi renforcer et muscler ton mental, puisque ça te fait réaliser à quel point tu es fort, et donc ben, tu es fort. Ok. Et du coup, j'imagine que tu as un rythme d'entraînement très spécifique quand tu entres en compétition. Comment tu arrives à rester discipliné justement? Parce que j'imagine que tu dois t'entraîner très régulièrement pour être prêt, même mentalement te sentir bien dans ton corps. Comment tu arrives à rester discipliné sur cette période-là? En fait, j'arrive à rester discipliné dans les périodes de compétition par rapport aux activités que j'ai à côté, en me rappelant à chaque moment que, en fait, la phrase que je t'ai dit, je vais sacrifier ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire refuser, je sais pas moi, des opportunités professionnelles, tu vois, peu importe, parce que si je gagne ce combat, je sais que cette opportunité-là, elle reviendra et elle sera même mieux. Donc, en fait, je priorise, comme je te disais, et je me dis aujourd'hui, l'important, le présent, c'est le combat, donc c'est la préparation du combat. Le reste passe après. Si ça tombe bien dans le timing, on y va. Si ça tombe pas bien dans le timing, c'est l'entraînement, c'est le combat. Et dans cette phase d'entraînement, quand on pense à entraînement, on pense à physique justement, sport, etc., Ouais. entraînement. Est-ce qu'il y a aussi un axe mental avec une préparation mentale aussi? Ouais, alors, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, tu vois, parce que pour le coup, j'ai eu cette remise en question où plus jeune, et même encore aujourd'hui, tu vois, j'apprends toujours, et je pense que la boxe, c'est un sport qui te fait toujours apprendre. Bah, j'ai eu des revers, et en fait, et j'ai l'impression que, voilà, c'est mentalement que j'ai eu une faille, et du coup, je pense, même si je le fais même, j'estime pas assez, en tout cas, en période de préparation, je fais de la préparation mentale et donc je suis accompagné par un coach mental et en fait on va faire des exercices, beaucoup de mentalisation, de visualisation, d'exercices qui vont venir muscler, renforcer ta confiance en toi pour être en fait capable de balayer les doutes dont on parle et de se dire bah il y a un moment donné où hop, je sais pas moi, il y a une opportunité, tu fonces parce que tu as vu l'opportunité, ton bagage technique, tout ça, tous les feux sont au vert. Il n'y a pas de raison de mettre 25 ans à démarrer, tu vois, on envoie tout berzingue. Ouais. Voilà. Et tu vois, c'est intéressant parce que j'ai interviewé certains sportifs et il y a toujours le mot visualisation qui revient.
comment tu arrives à bien visualiser et surtout, qu'est-ce que tu visualises? Est-ce que tu visualises? Parce que je sais que je parlais avec enfin, j'ai fait une interview avec quelqu'un qui est multiple fois champion du monde dans l'ultra triathlon. Il me disait qu'il visualisait beaucoup. Est-ce que toi, tu visualises beaucoup les échecs ou est-ce que tu visualises le succès? Alors, moi, je visualise le succès Mhm. et en fait, de manière générale, je visualise le succès et du coup, je pense que ça sécrète chez moi une hormone du plaisir, tu vois, qui est rattachée à la victoire, à toute cette l'acquis de ce pourquoi tu te bats. Et donc, en fait, ça te met dans cette énergie où tu veux, où ton corps veut aller la retrouver, cette sensation. Mhm. Et donc, il va chercher à la retrouver dans la réalité. Mais maintenant, ça, c'est ce qui arrive le récurrent. Ça m'arrive, pas tout le temps, mais ça m'arrive parfois, dans la fight week, tu vois, ou près du combat, d'avoir des mauvaises visualisations, mais qui sont pas voulues, tu vois, des visualisations où ça se passe pas bien. Et en fait, ben, je regarde pourquoi ça s'est mal passé ou sur quoi ça a merdé pour que, pareil, le jour où ça arrive, ok, c'est ok. Si ça arrive, bah, c'est pas grave, c'est déjà rien dans ta tête. T'as vu, tu peux te relever, etc., tu vois. Ok, ça te permet de te conditionner en cas d'échec, du coup. Ça te permet de te conditionner en cas d'échec, mais même avant même l'échec, ça te permet de te conditionner en cas de coup dur. C'est-à-dire de se dire, bah, je sais pas moi, ce combat-là, boum, j'ai été touché, je suis en panique, je suis pas bien, tu vois, parce que, en fait, non, souviens-toi, hop, tu t'es fait toucher, t'as vu, hop, quand tu te fais toucher, tu respires bien, tac, tu prends tu restes zen, quoi, tu vois, tu contrôles tes émotions et tu repars. Et justement, c'est intéressant parce que durant un combat, il y a plein de choses qui se passent, ça va très très rapidement. Et j'imagine que toi, tu as un flot de pensées qui doit venir. Est-ce que toi, tu arrives à faire table rase, c'est-à-dire à rester totalement concentré, imperturbable, ou est-ce que tu es pris par les pensées et du coup, ça peut parfois te déstabiliser par moments? Ça peut déstabiliser des fois. T'as déjà été pris par les pensées. Et par exemple, une pensée classique, c'est le boxeur en face est, est très offensif, il est puissant, etc. Et donc, tu as une pensée qui est négative et qui est en mode oh là là, s'il continue comme ça, il peut me mettre KO, etc. Et donc là, bah, quand il se passe ça, automatiquement, ton cerveau, bah, enfin, suivant les gens, en tout cas mon tempérament, il se met en mode défense et du coup, bah, il te rend un peu passif, tu vois, parce que tu es passif de toute action. Tu ne penses qu'à te protéger pour pas prendre le fameux KO, mais du coup, tu fais plus rien, tu produis plus. Et t'as d'autres mecs qui sont à l'opposé. Ça dépend aussi des caractères, tu vois, qui sont des gros fonceurs. Il faut les freiner, il faut dire attends, attention, là c'est bon, tu marques des points, mais il va falloir aller doucement, tu vois. Ouais. Et justement, comment tu arrives à rester, à te reprendre dans ces moments-là? En fait, à ces moments-là, pour me reprendre, il y a deux solutions. Soit prendre du recul pendant le combat, c'est-à-dire, je sais pas, il y a un temps ou une seconde ou 2 secondes où tu vois, il y a un peu de distance entre nous deux. Tu arrives à te remettre dedans, à te dire, ok, j'étais ok avec ça. Tu te rappelles de. Ça va très vite, mais tu as pu te rappeler de un ou deux combats où tu as eu ce moment-là, ton cerveau te fait rappeler, où tu as fait une séance de prépa mentale, justement, où tu as vu tout ça. Et comme tu l'as répété, ben, au moment où tu as le doute, tu te souviens, attends, tu te souviens pendant la prépa mentale, on a revu tous les moments de doute que j'ai eu dans ma carrière et toutes les fois où derrière le doute, j'ai eu du succès. Donc je suis capable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'en boxe, on a la chance d'avoir une minute de repos. C'est quand tu as la fin d'un round et tu es là avec ton équipe qui t'encadre, mes coachs, et eux, ils sont là pour me remobiliser, m'accompagner dans des solutions. Et en fait, comme tu leur fais confiance, là, à ce moment-là, bah, tu dis, ouais, ils ont raison, tac, 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 on va bosser comme ça. Ok. Et moi, tout de suite, il y a une question qui me vient. Dans toutes les compétitions auxquelles tu as participé, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué de par, dont tu te rappelles encore, de par peut-être l'adversité, la difficulté, ou peut-être que ça t'a appris une nouvelle version de toi-même? Ouais, alors il y en a plein, hein, tu vois. En fait, je me souviens d'une soirée où j'avais un tournoi, donc j'avais plusieurs combats. Et en fait, après la demi-finale que je gagne, enfin, je savais pas encore ce que j'avais, mais en tout cas, s'il se trouve que j'avais un bout de ménisque qui était cassé, qui était déplacé, qui bloquait ma jambe. Je pouvais pas tendre la jambe, tu vois. Ok. Et bon, moi, je savais pas que j'avais ça, mais j'avais une gêne dans le genou. Et je dis à mon coach, ah putain, je sais pas si je vais pouvoir faire la finale, j'ai mal, je suis handicapé, je peux rien faire. Et en fait, lui, il commence à me dire, non, 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 là, t'es en train de penser à toi. Arrête de penser à toi. Arrête de jouer l'égoïste. Tu ne dois penser qu'à ton adversaire. Tu penses qu'à lui. Et en fait, le fait de ne plus mettre la pensée sur le genou, bah, j'ai plus eu mal. Tu vois, la pensée est partie dans le combat, dans tout ce qui se passait. J'ai pu faire mon combat, etc. Ça s'est bien passé.
Et en fait, ce jour-là, en fait, j'ai été capable d'aller au-delà de la physiologie parce que quand j'ai été faire des radios, et quand même j'ai réussi, tu peux pas tendre la jambe Ouais. normalement. Mais sauf que la vie, et le corps humain, il est magique, il est capable de faire. T'as des gens qui font des exploits qu'on qualifierait de surhumains, des trucs qui sont pas possibles normalement, mais qui sont possibles à certains moments donnés parce que le mental a été plus fort que le physique. Alors on parle pas de quelque chose de surnaturel Ouais, hein, ouais. dans mon cas, Mm. mais en tout cas, il y a vraiment des choses hyper intéressantes qui peuvent se passer. Et ça, dans mon expérience personnelle, en tout cas, c'était assez intéressant. C'est intéressant parce que juste avant, tu disais que sans mental, il n'y a pas de physique. Et au final, c'est la preuve que ben, oui, le mental passe limite Bah un ouais, peu avant tout. exactement. Mm. Et c'est très intéressant parce que souvent, on a tendance à, je trouve, négliger l'aspect mental qu'il faut dans la vie au quotidien, dans la compétition. Ensuite, on va revenir sur tes projets entrepreneuriaux. Mais on a souvent tendance à négliger l'aspect mental. Toi, à quel moment est-ce que tu as perçu que c'était important pour toi? Alors en fait, moi je l'ai perçu, c'est-à-dire que j'ai toujours fait de la visualisation. Je savais pas ce que c'était de la visualisation parce que ça me faisait du bien. Comme je te disais, je voyais des moments, des objectifs, des choses qui me faisaient du bien. Je les ai visualisés. Après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des premiers échecs que j'ai eu du mal à identifier les causes techniques, physiques. Parce que je voyais tout le travail que je faisais à l'entraînement. En fait, je me disais, mais il n'y a pas vraiment de faille, c'est pas possible. Comment il peut y avoir un tel écart de niveau entre l'entraînement et le combat? C'est pas possible. Et en fait, j'ai compris que en combat, j'étais à 10% par exemple de ce que j'étais capable de faire. Et que je serais peut-être jamais à 100%, mais en tout cas, l'objectif c'était de se rapprocher Des 100%. des 100%, exactement. Et en fait, parce que le stress, parce que l'enjeu, parce que plein de choses faisaient que je perdais mes moyens et que le doute me faisait perdre une partie de mon potentiel. Et du coup, j'ai compris que tout ça, c'était régi par le mental pour être capable d'effacer ses doutes, etc. Et donc, j'ai commencé à me renseigner et à être accompagné par des coachs mentaux, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il faut quand même une certaine humilité pour se remettre en question et se dire j'ai échoué, mais il y a sans doute un truc qui va pas chez moi. C'est pas forcément l'autre. Alors oui, effectivement, ouais. Je pense que beaucoup de sportifs, en tout cas les champions, sont forcément remplis d'humilité parce que c'est ça qui les a fait. La résilience, c'est ça, c'est de l'humilité. Si t'es pas capable, c'est ce qu'on disait encore, t'es capable de te remettre en question, tu progresses pas. Et donc, je pense qu'il y a une grosse différence entre... Parce que c'est vrai que quand on pense à l'humilité, Mm. on pense à l'image renvoyée. Voilà. Et je pense que t'as plein de champions qui renvoient pas forcément l'image qu'on a de l'humilité, mais ils ont de l'humilité forcément pour être là où ils sont, tu vois. C'est juste dans leur exubérance, dans leur manière d'être, où on va se dire, non, zéro humilité, il ne fait que dire plein de choses. Mais en fait, si, dans leur quotidien, ils en ont forcément. C'est très intéressant. Et du coup, tout de suite, ça me fait penser, parce que justement, c'est pour ça que je t'ai posé la question, quand on voit un champion, on se dit qu'il a tout le temps sûr de lui, qu'il ne doute jamais, bon, j'abuse peut-être un peu, qu'il n'y a pas d'humilité dans sa posture. Toi, quelle place pour toi a l'ego dans le fait d'être champion? En fait, l'ego, c'est à la fois un allié et un ennemi. C'est-à-dire que c'est lui qui, de temps en temps, bah, est important à gérer. C'est-à-dire de se dire, à ce moment-là, de se dire, non, il va falloir que je me remette en question, mets ton ego de côté, entre guillemets, tu vois. Ça ne va pas te piquer de se dire que tu dois progresser. Et à d'autres moments donnés, où aussi c'est par ego, tu es sûr de toi et t'as un sursaut d'ego qui te rend encore plus fort, quoi, tu vois, parce que ça t'a piqué. Ouais. Et, ok. Du coup, on a beaucoup parlé de ta carrière sportive, mais tu as plusieurs casquettes, comme on a dit au début. Tu as aussi fait du mannequinat et tu es aussi chef d'entreprise, c'est clairement le terme. Déjà, à quel moment ça t'est venu l'envie de varier un peu tes domaines d'expertise? Ouais. Et à quel moment, déjà, tu as lancé l'entreprise? Pourquoi? Et ensuite, le mannequinat. Alors, en fait, je vais commencer par le mannequinat, c'est plus simple. Mm. C'est très simple. J'avais une amie d'enfance qui faisait de la danse qui me dit écoute, on a mis des photos de nos shows de danse sur un site de booking. Via ça, on a eu plein de propositions de shooting et de boulot, quoi. Ouais. Tu devrais faire pareil avec la boxe. J'ai fait pareil. Et en fait, et là, pareil. En fait, c'est vrai que aussi, dans cette position-là, j'ai mis mon ego de côté. Mm. Comment on appelle ça? J'ai accepté
de partir de zéro, Mm. de faire des choses gratuites, de faire plein de choses pour Te faire me connaître. dire que bah, en fait, c'est comme quand j'ai commencé à boxer. Mm. J'ai commencé à boxer d'un niveau De zéro. et de zéro et je monte tout doucement. Mm. Et c'est pas parce que. Et j'étais pas encore. Après, effectivement, quand tu deviens. Quand t'es à un top, t'as des passes droits des fois qui vont faire que tu pars pas d'en bas. Mais faut quand même accepter de se dire que t'es pas une lumière partout, ça n'existe pas. Ouais. T'es peut-être excellent dans ton domaine, mais dans un autre domaine, bah, tu vas devoir repartir de. Peut-être pas de zéro, mais en tout cas du début. Parce que c'est normal en fait. Mais ça fait mal à l'ego parce que quand t'as l'habitude que tout le monde te dise que t'es le meilleur, repartir dans un autre truc où on De te zéro. dit t'es bidon, bah ouais, c'est pas facile. Donc voilà, donc là quelque part on est dans un exemple aussi où tu vois mettre son ego de côté et accepter tu vois de repartir de plus bas quoi. Et en fait voilà et de fil en aiguille ça m'a fait déboucher sur des campagnes, des choses et j'ai pris goût à ça. Et en fait j'ai aimé aussi cette attitude, parce que quelque part tu vois en tout cas c'est ma perception, hein, tu vois tous les boxeurs seront pas forcément d'accord avec moi, mais le combat c'est aussi quelque part, il y a, même si c'est du sport et que c'est de l'impro total, tu as quand même une partie d'artiste et d'énergie que tu dégages et que tu envoies au public. Et c'est pas un spectacle, mais en tout cas, avant d'arriver sur le ring, ça l'est. C'est-à-dire que même si tu es sain, même si c'est ça, tu es quand même dans un rôle et ça te ressemble, mais c'est pas toi, tu vois. C'est forcément un peu autre, que c'est on va dire un autre toi qui est sur le ring, tu vois, ou qui va. Parce que c'est quand même Ouais. spécial d'être dans cette situation-là devant du monde. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que, donc je te disais, j'avais cet environnement familial qui m'a poussé à faire mes études. Et en fait, bah, être de plus en plus en progressant et en devenant, en montant ma carrière sportive, je me suis rendu compte que l'environnement économique, tu vois, de mon sport était pas tel que je le voyais. C'est-à-dire que, bah, je vais pas dire précaire, mais en tout cas, peu de sportifs en vivaient. Ils en vivaient pas forcément hyper bien. Et moi, en fait, à côté de ça, j'étais à l'école, donc dans une bonne fac qui s'appelle l'Université Paris-Dauphine, où il y avait beaucoup d'étudiants bah, qui étaient des étudiants du 16e, qui eux étaient des enfants de grandes familles, ou alors eux-mêmes des enfants qui avaient des aspirations sur des grandes carrières professionnelles. Et donc, en fait, j'ai eu dans le même temps ce modèle de fréquenter des mecs qui étaient ambitieux et qui voulaient faire ci, ça, ça. Et en fait, je me voyais pas être champion de boxe et quelque part, je sais pas, ça c'est peut-être de l'ego, hein, et me dire, et je sais que c'est pas la réussite, hein, l'argent, mais je me disais, je me voyais pas être champion de boxe et être moins riche qu'eux. Ouais. Tu vois, je me disais, je peux pas être, me dire que j'ai ce statut où ils vont, entre guillemets, dire, ouais, il fait ça, mais à côté de ça, ils gagnent mieux leur vie que moi. Ouais. Ça n'allait pas. Et donc, bah, en fait, par les faits, j'ai eu de la chance d'avoir un frère qui me soutient et une famille qui s'est mise à me soutenir grave. Et avec mon meilleur ami Yacine, en fait, on s'est posé un jour et on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de produire nous-mêmes t'as toujours bien géré ton image, je suis sûr que tu pourrais y arriver. Et en fait, de fil en aiguille, on a produit le premier événement comme ça. On a produit donc mon combat de boxe. Et avec les moyens du bord, il fallait aller chercher. Je me rappelle plus combien ça coûtait. C'était peut-être 60 ou 80 000 euros. Mais pour nous, c'était énorme, tu vois, qu'il fallait financer en une soirée. Et donc, on s'est tapé. On a essayé de trouver des partenaires, gérer tout ce qu'on sait faire pour créer un événement. Et de fil en aiguille, c'est devenu une partie de mon métier de produire des shows. Et d'ailleurs, on a produit deux qui sont assez mémorables, puisqu'on a fait des combats au Grand Palais éphémère, donc qui est un lieu qui a l'habitude d'accueillir des sauts Hermès, des défilés Chanel, des choses comme ça. Et nous, il a accueilli le kickboxing, tu vois. Donc, c'est quelque part une grande fierté. Et donc, dans cette continuité-là, on va continuer de produire de belles soirées à venir. Et du coup, voilà comment c'est venu. En fait, c'est simplement venu du fait que, en fait, je me souviens d'un coach dans les vidéos de développement personnel qui disait, voilà, enfin, et aussi d'Épictète, qui disait qu'il ne faut pas, en fait, accorder d'importance à des choses que tu ne maîtrises pas. Et donc, en fait, quelque part, quand je me suis dit ça, je me suis dit, bah, ça veut dire que si tu maîtrises pas tes revenus parce que tu as un promoteur, tu es rémunéré par l'organisateur, tu peux pas te plaindre parce que tu peux pas. C'est difficile, c'est toi qui maîtrises pas. En revanche, tu as le choix de tout designer sur mesure. Comment tu verrais les choses, comment tu verrais. Et peut-être que là,
tu vas avoir une marge de manœuvre plus importante parce que c'est toi qui maîtrises. Et donc, en fait, quelque part, ça a été l'envie de maîtriser les choses. Ok. Et du coup, lorsque tu t'es lancé, tu as eu une vision très rapidement ou c'est venu au fur et à mesure? Alors, oui, c'est plutôt venu au fur et à mesure. J'ai eu tout de suite la vision de faire des choses atypiques et de comprendre que en fait, ben, il y avait toute une histoire d'image à renvoyer, tu vois, de marketing et d'expérience, tu vois, parce que en fait, on est dans un sport où la performance du sport, elle ne parle pas au grand public, c'est-à-dire que euh, le grand public n'est pas forcément intéressé par le combat de tel ou tel combattant, tu vois. En revanche, peut-être que l'environnement, il y a des choses qui vont les intéresser. Et donc, c'est commercialement comment arriver à vendre un combat. Parce que, en fait, une des plus grandes réussites de l'histoire, c'est l'UFC, Ouais, qui est une boîte de marketing extraordinaire, immense. une boîte qui a 20 ans, ou je sais plus, qui était quelques millions, maintenant c'est 8 milliards. 8 Tu vois. milliards, ouais. Donc, on parle d'un truc qui est intangible, où il n'y a pas d'actifs vraiment. C'est une boîte où voilà, ils ont réussi à monter une ligue. Incroyable. Il a créé un certain engouement Bien sûr. autour justement du sport. Ben, bien sûr, et donc ça, je t'en parle même pas des performances de rien, juste pour dire que voilà, ça c'est l'exemple et c'est monté crescendo. Je pense pas qu'ils avaient cette vision dès le départ, ou Ouais. peut-être, mais en tout cas, voilà, c'est venu. Mais j'ai quand même l'impression que tu es justement, je pense que c'est ce que tu voulais dire, mais tu as été très vite soucieux du marketing autour de tes combats. C'est-à-dire que tu as voulu, euh, tu prépares tes combats et tu veux les faire dans des lieux très spécifiques pour peut-être attirer un nouveau public. Exactement. En fait, bah, si tu veux, comment ça s'est passé, c'est parce que, encore une fois, j'étais étudiant, je faisais mes combats pour d'autres promoteurs, et en fait, je sentais que quand je proposais, en fait, quand je parlais avec des collègues étudiants, ils n'avaient pas envie de venir me voir, ils n'étaient pas à l'écoute du combat, ils avaient trouvé ça cool, mais c'était trop loin de Leur de leur environnement. environnement. Et en fait, à l'époque, hein, parce que maintenant ça a évolué avec le MMA, la boxe, etc. Et du coup, en fait, l'idée, ça a été de se dire, mais attends, mais en fait, il faut que le sport, ça réponde à tout le monde. Tu vois, tu vas dans un stade de foot, tu as la possibilité d'aller quand tu vas au Parc des Princes, tu as des loges ultra VIP où Ouais. tout est aux petits soins, la banquette, elle est à ton nom, etc. Et tu as des places sèches, beaucoup moins chères. Et tout le monde s'y retrouve. Et en fait, c'est ça le sport. C'est Ouais. qu'on rassemble. Il n'y a pas de ségrégation. On est tous, on s'en fout de sa couleur, de sa religion, son niveau social. On est tous dans le stade pour voir le match. Et donc, ils ont compris ça. Ils savent faire des offres en conséquence. Donc, dans l'hospitalité, c'était d'être capable de se dire tiens, il faut qu'on arrive à répondre à des besoins d'exigence de gens qui ont l'habitude de services premium. Ok, donc toi, très vite, c'est venu sur la table où tu t'es Non, pas très pas vite. trop Non, vite. non, j'ai progressé. C'est grâce à quelqu'un avec qui je me suis mis à produire qui m'a qui m'a fait remettre un niveau, tu vois, certaines choses. Ok. Et du coup, parce qu'on a fait une petite bascule, sport, entrepreneuriat, mannequinat, quelles sont les valeurs que tu retrouves, que tu as dans le sport, que tu retrouves justement dans ton chemin entrepreneurial? Bah, je dirais que c'est la discipline et l'abnégation. C'est-à-dire que grâce au sport, bah, en fait, tu es capable de garder la tête froide quand ça va pas, parce que tu as déjà rencontré des moments où ça n'allait pas. Et c'est vrai que, tu vois, je pense que pour former c'est même pas des bons entrepreneurs, mais des gens forts, quoi, tu vois, je pense que la compétition sportive pourrait être un super atout dans nos écoles. Je m'explique, quand tu fais de la compétition sportive, sans chercher à faire du haut niveau, hein, juste de la compétition sportive, tu apprends à une personne à se préparer, à être discipliné pour une compétition, sachant qu'à la fin, il y en a un qui va perdre, il y en a un qui va gagner. Ça veut dire que dans ton conditionnement, tu sais que tu vas travailler comme un porc, mais tu vas peut-être perdre. Ça fait partie du jeu, et après tu vas refaire, etc. Et tu regagneras, et tu reperdras, et tu vas gagner. Et donc, bah, quand tu te structures comme ça, en fait, tu as compris qu'il y avait les deux possibles. Alors que quand tu n'as pas eu ce modèle en tête, quand tu es entrepreneur ou quoi, et qu'il y a un moment donné difficile, mais en fait, tu peux te dire, mais c'est quoi cette spirale? Je vais jamais remonter, tu vois. Et donc, tu te noies dans un cercle vicieux de pensées un peu néfastes, alors que, en fait, après la pluie vient le beau temps. Mais il faut que ce soit dans ton vocabulaire et dans ton ADN. Du coup, l'objectif, ce serait de banaliser un peu l'échec au final. C'est pas le banaliser, c'est d'être conscient. Alors, quelque part, c'est pas banaliser, je pense, c'est d'être conscient que, parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas, il y en a qui vont continuer de perdre, ou continuer d'avoir des échecs, quel que soit, mais c'est être capable de se dire que
c'est pas parce que ce mec a échoué, un peu à l'américaine. Tu vas voir aux États-Unis, quand tu as des entrepreneurs qui ont monté des startups qui se sont cassés la gueule, les mecs, des fois, ils sont intéressés parce qu'ils attendent. S'il s'est cassé la gueule là, Il a appris. c'est qu'il a appris et qu'il va revenir avec un super truc. Ouais. Au lieu d'être craintif, il est tombé une fois, il va retomber une deuxième fois. C'est possible aussi. Hein. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est de se dire, de laisser la porte ouverte à, ok, il y a eu un échec, il y a eu un écueil, ok, mais qu'est-ce qu'il a appris derrière? En fait, c'est d'être capable de lire les gens, de les écouter, et pas se dire, on écoute que... parce qu'en fait, quand tu fais ça, ce qui se passe, c'est que tu écoutes ceux qui tombent jamais. Mais ceux qui tombent jamais sont pas forcément ceux qui sont les plus forts, c'est peut-être ceux qui sont restés sur un chemin pas glissant, Ouais. tu vois. Et celui qui a pris un chemin glissant, ben, il a plus de chances de glisser que l'autre. Quelle place a la résilience dans ton parcours? La résilience, bah, je pense qu'elle a une grande place parce que quand tu connais mon palmarès, je trouve que j'ai quand même eu beaucoup de défaites par rapport à mon palmarès et au nombre de titres, au nombre de victoires. Et en fait, parce que j'ai été capable de rebondir après et de pas me dire, bon, ça y est, c'est fini, C'est terminé, j'arrête. j'arrête, tu vois. Et en fait, c'est justement d'avoir ce feu intérieur, toujours de se dire, non, 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 j'ai encore envie, je peux encore le faire, tu vois. Et donc, bah, où je me blesse, où il se passe un truc pas bien, etc. Bah, la résilience, elle a une grande partie dans ma vie et je pense que c'est une de mes grandes qualités qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Ok. Et ça a une grande importance dans ta carrière sportive ou dans l'entrepreneuriat, dans ta vie perso, dans tout? Je pense que c'est dans tout et que ça vient même de comment je me suis formé en tant qu'enfant, dans le sens où, alors on fait une introspection, hein, c'est comme si j'étais chez le psy, comme j'étais petit, tu vois, très rond, un peu gros, etc. Bah, je pense que je l'ai vécu comme un échec parce qu'il y avait peut-être de la moquerie, il y avait le fait que ben, j'étais moins pris au sérieux, le regard des filles, le regard de plein de choses qui ont fait que bah, en fait, ça t'a renvoyé vers quelque chose qui était peut-être considéré comme un échec et du coup qui m'a appris grâce ben, au fait que je ne suis plus resté gros et que j'ai fait d'autres choses derrière, qu'en fait c'est possible de changer. Et c'est pas parce que un adolescent à 8, 10, 12, 15 ans et qu'il est obèse ou que voilà, il a un problème dans sa vie, quelque chose qui fait qu'il n'est pas comme tout le monde, qu'il n'est pas capable d'accomplir derrière des choses qu'il aurait été incapable d'accomplir dans sa condition d'adolescent, tu vois. Ok. Ouais, c'est vrai parce qu'on a très vite tendance à catégoriser les gens, à les mettre dans une case très Bien sûr. rapidement. Surtout les enfants, du coup. Du coup, toi, comment tu as réussi justement à rebondir de cette période d'enfant où tu étais un peu rond, totalement à l'opposé de ce que tu es aujourd'hui? Comment tu as réussi à t'en sortir? Bah, en fait, tu vois, je pense que ce qui te fait, c'est d'être bien et d'être équilibré. Et si tu veux, moi, l'équilibre quand j'étais, par exemple, rond, etc., c'était l'humour. C'était l'intérêt que pouvaient avoir les gens avec moi dans mes relations sociales parce que j'étais marrant. Après, j'ai découvert la boxe, tu vois, j'ai découvert le sport. Et en fait, j'ai découvert un univers où, en fait, ben, j'allais puiser chaque jour un peu plus dans mes ressources. Et en fait, ça me rendait fier parce que je me disais, waouh, j'ai des bouquins chez moi où j'ai des notes où il y avait écrit aujourd'hui 50 pompes, le lendemain, objectif 51. Et je suis monté jusqu'à 130 d'un coup, tu vois, Ah je sais ouais. plus, traction pareil, des trucs où, en fait, j'étais dans un challenge quotidien de progression physique, tu vois. Et en fait, et c'est là où je te dis, par exemple, dans ce cas-là, le physique a alimenté le mental et m'a rendu plus fort mentalement. Et en fait, ben voilà, c'était ça. Alors le moteur, il a été varié. Ça a été de ne plus rester dans cette condition que j'avais enfant, la condition dans laquelle on m'avait mis dans cette case. De me dire non, moi aussi je veux être pro sérieux, moi aussi je veux avoir une meuf, moi aussi je veux ci, je veux ça. Et en fait, voilà. Ouais, ben, en fait, tu t'es servi de cette condition-là pour t'en sortir, justement. Exactement, ouais. Ok. Et comment tu arrives à utiliser, justement, des choses qui peuvent être défavorables en ton avantage? En fait, je pense qu'il n'y a pas de choses défavorables et il n'y a pas de choses favorables. C'est-à-dire que dans la vie, nos qualités sont nos défauts et nos défauts sont nos qualités. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu pourrais dire, bah, ils me sont défavorables. C'est-à-dire que moi, par exemple, plus jeune,
il y a encore quelques années, je me suis rendu compte que j'avais quand même une tendance à être réservé. Mhm. Tu vois, plus jeune, je me rendais compte, je me trouvais réservé. Du coup, en fait, j'avais l'impression de manquer des choses, tu vois. Mais en fait, quelqu'un de réservé, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Mhm. Donc c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais quand il parle, il dit rarement des conneries parce qu'il a peur de justement, Ouais. il a du doute, etc. Donc quand il parle, il est sûr. Mais par contre, du coup, comme c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui est capable de scanner les gens. Et du coup, ben, cette faiblesse-là, par exemple, ben, c'est une force parce que quand tu es capable de scanner tac, 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 je sais que si on retranscrit dans un combat, voilà, moi je suis plus réservé, je vais peut-être moins attaquer tout de suite, Mhm. je vais plus prendre mon temps. Hop, j'ai snipé, tac, tac, j'ai vu qu'il avait une défaillance là, ça y est, maintenant je fonce. Et ben, donc c'est une qualité. Mhm. Et quelque part, l'autre qui est la qualité de parler fort, ou je sais pas moi, de vouloir toujours Fonceur, avoir ouais. le dernier mot, etc. Bah, c'est une qualité parce que comme il est fonceur, il va toujours aller de l'avant, mais il va devoir travailler aussi là-dessus parce que trop fonceur, à un moment donné, non, t'es en train de faire une connerie, il faut changer de stratégie. Arrête, tais-toi, Ok. ou change de, si c'est dans la boxe, tu vois, fais autre Ouais. chose. Donc je pense que vraiment, voilà, tout est polarité et tout est tu vois, ça dépend le curseur où on le met. Tu Ok. vois, si on imaginait une balance, bah, t'as ta qualité, t'as tes défauts. Si t'es trop dedans, bah, ça devient un défaut. Si tu sais le jauger, je pense que ça peut te sublimer. Ok. Là maintenant, j'ai envie qu'on parle un peu d'avenir. Quels sont un peu tes projets à venir? Est-ce que tu as bientôt une nouvelle compétition, des projets entrepreneuriaux et surtout comment tu arrives à conjuguer le tout ensemble? Oui, j'ai des combats qui arrivent. J'ai un premier combat qui va arriver à la fin d'année. Ensuite, je vais avoir un combat a priori au mois de février et un gros combat à Paris fin avril Mhm. dans un lieu assez exceptionnel, Mhm. puisque en fait, je devrais normalement disputer mon prochain championnat du monde au Grand Palais, donc à Ok. Paris, dans ce lieu incroyable. Et On a fait l'éphémère, là, on va faire le vrai Grand le Palais. palais. Et comment ça s'est fait ça? Bah, ça s'est fait parce qu'on est passé par l'éphémère Mhm. et que les gens qui gèrent RMN, c'est-à-dire musées nationaux, R, je sais plus ce que c'est, mais enfin, en tout cas qui s'occupent la culture, d'accueillir les événements culturels, parce que c'est surtout de la culture, Mhm. bah, ont été ravis en fait, par le sport, par la boxe, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est formidable. Un événement de boxe, tu vois, ça rassemble. Mhm. C'est tellement ce qu'a besoin la France aujourd'hui. Mhm. Tu vois, Qui ça rassemble rassemble. des gens. Mhm. C'est juste même pas besoin d'aller plus loin. Rassemble. Le mot Mhm. rassembler, il suffit à lui-même. Et en fait, bah, ça fait du bien de rassembler. Pour eux, c'est une superbe vitrine parce que la boxe, c'est des belles valeurs. Et quelque part, bah, tu rassembles dans un lieu de culture où peut-être certains n'auraient pas accès ou n'auraient pas été. Eh ben, ils vont découvrir un lieu qui fait partie du patrimoine de la La France. France. Mais tu organises toujours tous tes combats. Non, pas tous. Là, dans ceux Ok. que je t'ai donnés, il y en a deux que j'organise pas. Ok, d'accord. Et du coup, comment tu arrives? Tu as une équipe, ça c'est sûr. Mais comment tu arrives à te concentrer sur ton combat, mais aussi tout l'aspect organisationnel? Alors déjà, comme tu l'as dit, j'ai une équipe et c'est vrai que sur l'aspect organisationnel, moi, je m'occupe pas de tout ce qui est opérationnel. C'est-à-dire que toute la partie organisation, le jour J, les derniers jours, ça, je m'en occupe pas. Moi, je suis plus dans la stratégie de l'événement, dans le financement de l'événement, dans ces sujets-là, marketing et financement, Mhm. que le jour J, quoi. Enfin, en tout cas, que la fin. Ok. Et donc, je bosse plus au début et tout au long sur la strat, mais pas sur ces Ok. questions-là. Donc toi, tu gères vraiment les grandes lignes et après, tu as ton équipe qui s'occupe de tous les petits détails un peu. C'est ça. Et à côté de ça, en fait, j'ai un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps et qui là est en plein dedans. Mhm. C'est qu'on est en train de monter une super salle de boxe avec Ok. trois associés formidables qui sont des super entrepreneurs. Tu as un grand avocat qui est très connu, qui bosse beaucoup dans les droits, Mhm. télé avec des différentes personnalités. Tu as un autre qui a monté une chaîne de restaurants qui s'appelle Fuxia, qui est un Ok. restaurant italien. Enfin, il y en a plein, donc c'est un entrepreneur formidable. Et un troisième qui est lui aussi, alors lui, Mhm. une lumière et vraiment quelqu'un de hyper créatif qui a créé le dessin animé Ladybug Ok. Miraculous et du coup qui est un succès interplanétaire, quoi. Mais c'est génial. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit que tu serais en capacité d'ouvrir justement une salle de sport? Bah, plus jeune, en fait, j'avais envie de le faire, mais j'arrivais pas à... Là, pour le coup, je me suis vraiment confronté, je me suis retrouvé parce que
j'étais allé pratiquement au bout, mais j'ai été confronté à la problématique qui est je peux pas y arriver seul. Ouais. Parce que je suis déjà sur ça, sur la boxe, j'ai déjà ça, j'ai trop de charge mentale, j'arrive à saturation, ça bloque, et donc je reste sur ce que j'aime faire, et ça, c'est pas possible. Et le destin, je sais pas si je l'ai cherché ou quoi, mais en tout cas a fait que nous trois, on s'est réunis, on a monté ça, la salle est en travaux, et c'est la première d'une longue série, je l'espère. Ok, l'objectif, ce sera de faire une Une chaîne, franchise. ouais, Ouais. ouais, exactement. Ok, d'accord, super, c'est génial. Et est-ce que tu pourrais dire que c'est, je pense, pour un sportif, l'un de tes plus grands rêves? La salle? Ouais. Non, parce que, en fait, je sais pas si c'est pour un sportif, en tout cas, dans ma vie de sportif, avoir ma salle, etc., ouais, ça c'est un rêve et un kiff, mais si tu veux, en fait, comment je me suis construit, je pense, à force d'entreprendre et même à force de combat, de nouveaux challenges, bah en fait, j'ai pas de plafond de verre et j'ai pas de plus grand rêve. Ça Ok. veut dire que demain, peut-être que je vais me dire non, en fait, on est en train de monter une innovation dans le sport, tac tac, une start-up et je vais être aspiré par le projet parce que c'est un projet qui aura un impact, Ouais. tu vois, dans le monde entier et pas que localement, je sais pas. Et donc non, j'ai pas de limite de me dire voilà la salle c'est mon goal. Je peux avoir en fait, je suis c'est organique, tac tac. Ouais. T'as aucune limite. J'ai pas, je me fixe pas de limite. En fait, c'est vraiment les opportunités que je croise et que la chance que j'ai d'avoir un métier où je rencontre du monde, donc des gens qui sont inspirants, des gens qui me permettent de me donner des idées sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui et des gens brillants, tu vois. Enfin, et en fait, vraiment, encore une fois, le défaut d'être réservé, peut-être, c'est encore une fois d'écouter les gens Ouais. et d'être capable de prendre le meilleur de chacun et il y a du bon dans tout le monde. Et justement, comment tu arrives un peu à gérer l'entourage, le regard qu'ils peuvent avoir dans tout ce que tu fais? Parce que, on peut se le dire, tu es sportif, tu es entrepreneur, tu es dans le Ouais. maquina. Comment tu arrives à gérer le regard des autres? Alors, ben, j'ai la chance d'avoir un entourage assez sain et qui n'a pas trop bougé, en tout cas dans le proche, Mm. qui n'a pas vraiment bougé depuis longtemps. Donc en fait, c'est des gens c'est pas des fans. Mm. J'ai pas des fans autour de moi qui m'encensent. Mm. Et ça m'aurait fait du bien, peut-être à un moment donné, pour me donner de la Ouais. confiance plus. Mais non, moi, s'ils doivent me tirer l'oreille pour me dire, qu'est-ce que tu fais, va débarrasser ou fais la vaisselle. Il n'y a pas de, tu vois, nettoie la salle, Ouais. passe le tapis, je m'en fous, y a pas de problème. Je suis pas dans un. Et donc, enfin, la chance d'avoir des gens simples autour de toi, bah, c'est que ça te renvoie à la réalité, c'est qu'il n'y a pas de champion, il n'y a pas de. Alors oui, il y a tout ça si tu veux, mais quelque part, il y a que des hommes Et des femmes. enfin, et des femmes, des grands hommes avec un grand H, je voulais dire quoi. Ouais. Tu vois, et on est tous égaux. Et donc, ça m'a pas monté, je me suis pas monté la tête à cause de l'entourage qui, des fois, peut Oui, t'orienter vers ça. Je sais oui. pas si c'était ça Oui, que oui, tu c'est voulais. exactement ça. Mais du coup, est-ce que tu dirais que ton entourage, c'est un socle, une base pour toi, ou ils font partie un peu de ton succès? C'est les deux, hein. C'est-à-dire que, en fait, ils font partie de mon succès parce qu'ils sont mon équilibre, tu Mhm. vois. Et aussi, ils sont mon socle parce que, voilà, ils étaient là avant. Et bah, grâce à mes parents, du fait que il y avait cette paix sociale et familiale, bah, par exemple, quand je m'entraînais, quand je rentrais chez moi, j'avais pas de soucis en dehors de mes soucis sportifs ou Mhm. d'école, tu vois. Ouais. Et où je sais que pour plein d'autres gens, bah, il n'y a pas ça, tu vois. Il y a des fois ils ont plein de vie, en fait, tu vois. Parce que, enfin, quand je dis plein de vie, même moi, si j'ai une vie familiale, mais Bien elle sûr. était équilibrée et paisible. Et t'en as où c'est mouvementé dans plein de secteurs. Mhm. Et du coup, en fait, c'est pour ça que c'est important pour moi de voyager, de rencontrer des gens de différents niveaux, Mhm. de différentes zones, de même en France. Quand je dis voyager, même en France, tu vois, de voir bah, qu'en fait, tu te rends compte, tu te dis, ah bah ouais, en fait, c'est vrai que moi, j'ai pu faire ça, ça, ça. Alors, bien sûr, j'ai travaillé, j'ai ça, mais c'est vrai que lui, il a eu ça et ça et ça. Et en fait, des fois, quand tu regardes que autour de toi, que t'es que entre soi, de gens comme toi, bah, tu te rends pas compte De la de la diversité. diversité, de la complexité de chacun. Mhm. Parce que, voilà, on a tous Oui, on a tous des défauts, des qualités et Hmm, des histoires de vie différentes au c'est final. ça. Exactement. Et tu arrives à te nouer un peu de tout ça, de toute cette pluralité de personnes que tu rencontres. Exactement. Et en fait, moi, j'apprécie justement la pluralité et j'apprécie en fait, j'apprécie les choses atypiques. C'est-à-dire que c'est Mhm. vrai que j'aime rencontrer des gens un peu libres, un peu. Je veux pas dire que c'est pas artiste, mais
pas artiste dans le sens Ouais. un peintre ou un acteur ou un chanteur, mais je veux dire des gens qui sont profondément libres et du coup qui sont dans le présent, Mhm. qui sont détachés un peu de tout ce qui se passe. Et du coup, en Ils sont fait, plus ils sont portés, hyper ouais. inspirants parce que ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur art et, Ils, ils se laissent et du porter. coup, en Ouais. fait, ils sont hyper intéressants quand ils te parlent de ce qu'ils font, quoi, tu Mhm. vois. Ça peut être un mathématicien comme Ouais. n'importe quoi, tu vois. Moi, j'aime les gens qui sont allés à fond dans leur truc. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un aujourd'hui pour, entre guillemets, réussir dans son domaine, peut-être ça peut être le sport, le kickboxing ou l'entrepreneuriat, quel conseil tu lui donnerais? Bah, lève-toi et fonce, hein. Alors, c'est vrai que ça serait cette histoire d'effacer le doute, tu vois, de te Mhm. dire, écoute, t'as envie de faire ça? T'es sûr que t'as envie de faire ça? Tu t'es posé la question, qu'est-ce qui m'anime? C'est Mhm. quoi mon pourquoi, justement? C'est quoi ma raison de me lever le matin? C'est ça? Mhm. Si t'es sûr de c'est ça, ne te pose plus jamais la question de savoir si c'est ça et travaille pour y arriver. Ok, génial. Si tu devais par exemple parler au Cyril plus jeune, qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, si je devais parler au Cyril le plus jeune, tu vois, par exemple, il y a des combats, même si je suis content d'être arrivé là où je suis et comme ça s'est passé, hein, Mhm. euh, que j'aurais pu gagner ou pas que des combats, plein de choses, j'aurais simplement dit, écoute, tu as peur de quoi? Mhm. T'as peur de perdre? T'as peur d'être mis KO? Ça va pas te tuer. Mhm. Donc, efface cette peur et fonce. Ne te laisse pas absorber Mhm. par tes craintes et tes peurs, parce qu'en fait, ce sont ton plus grand ennemi. En fait, c'est toi-même, c'est ta pensée. Ouais. Ok, génial. Est-ce que tu as des réseaux sur lesquels on peut te suivre un peu tes combats et aussi tes événements à venir? Bien sûr, alors on peut me suivre sur mes réseaux, donc Instagram, LinkedIn, X, Twitter, Mhm. etc. Quoi. Enfin non, c'est pareil, pardon. Et du coup, ton prochain combat, c'est quand tu m'as dit? Mon prochain combat, ça devrait être le 20 décembre et Mhm. c'est à Lyon. À Lyon. Ok, très bien. En tout cas, ben, je te remercie pour ta présence pour cet épisode. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour un autre épisode. Avec plaisir, merci à toi. Salut!